Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les challenges et les exigences pour des arbitres de 3-3. Alors, ça va peut-être être à un niveau supérieur. Et puis après, il faut bien évidemment se mettre à son niveau, au niveau suisse. On a la chance en Suisse d'avoir 2 ou 3 très bonnes équipes. Une qui joue, qui est dans les 10 meilleurs mondiales. Et puis après, vous avez Fribourg, Montreux qui sont aussi d'un très bon niveau, qui font des challengers dans des compétitions internationales. Donc on a la chance, du côté des arbitres aussi, mais aussi du côté du jeu. Et puis ben, on a des bons coachs et des bons arbitres aussi en Suisse. Donc les challenges et les exigences. Ensuite, on va les principales différences qu'il y a au niveau des règles, les principales, hein, on ne va pas entrer dans le détail. Des exemples, parce que c'est bien des slides avec les règles et tout. Je vais vous montrer quelques clips qui sont tirés des compétitions internationales, et une ou deux du niveau suisse. Les points, ce qu'on appelle chez nous les points of emphasis, donc les points que les arbitres travaillent, les arbitres internationaux, les arbitres aussi en Suisse, sur lesquels on met un focus. On leur demande de faire attention à ce genre de choses-là. Et puis, après, sentez-vous libre de poser des questions. Alors, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que mes réponses qui peuvent être stupides. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, quand je parle le français, je me comprends. Je suis en vaudoisie, je suis un vaudois, mais peut-être que vous ne me comprenez pas, ou peut-être que c'est clair dans ma tête, mais peut-être pas pour vous. N'hésitez pas. Alors, les challenges et les exigences pour les arbitres, il y en a beaucoup, mais le 3-3 c'est un sprint qui dure 10 minutes, plus si on tente entre les équipes, contre un marathon. Alors, c'est des images, on est bien d'accord, hein, c'est vraiment des images. Le 5-5, c'est 1h45, des fois un peu plus, et puis après, c'est fini. Une compétition de 3-3, c'est des sprints qui sont consécutifs pour les arbitres. C'est ça la difficulté. Le tournoi commence à 10h le matin et il se finit à 18h le soir. Et puis si vous prenez l'exemple d'un World Tour, ils sont 4 arbitres. On commence à 14h et on finit à 22, à peu près. Et puis ben, ils sont un match dedans, un match dehors, 2 matchs dedans, 2 matchs dehors. Mais ils doivent rester concentrés pendant tout ce laps de temps. C'est totalement différent que le 5-5. Le 5-5, vous faites votre match, prenez votre douche et vous rentrez. De temps en temps, il y a un évaluateur qui vient donner ses marques, mais le 5-5, c'est, on va dire, entre 5 et 6 heures, vous devez rester concentré. Et dans la tête, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est un challenge pour eux. Et puis, c'est des exigences que les joueurs, que les dirigeants, que les responsables du 3-3 demandent. Et ça se fait pas en faisant ça. C'est pas en arrivant, oh facile, rester concentré 6 heures. Rester concentré 6 heures quand vous êtes au bureau, c'est pas facile non plus. Donc ça, c'est une des choses qui est importante. Il y a de la pression, parce qu'il y a du jeu physique, il y a beaucoup d'émotions, et puis il y a de la tactique aussi. Plus vous allez haut, plus vous allez voir de la tactique. Quand vous allez faire un Swiss Tour, beaucoup c'est des joueurs de 5-5 qui débarquent et qui savent tout du 3-3. Alors que c'est totalement différent. Ils s'en rendent compte très vite. Hein. Sauf erreur de ma part, ils s'en rendent compte très vite. Mais le jeu physique, oui, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup plus que dans le 5-5. Et puis ces émotions, elles sont vraiment l'une derrière l'autre. Vous ne pouvez pas marquer un shoot à 2 points, lever les bras, j'ai marqué à 2 points, on est 2 points devant, parce que derrière, le ballon il ressort, et puis vous prenez à votre tour possibilité un shoot à 2 points. Donc toutes ces émotions-là, il faut les gérer, les arbitres doivent gérer aussi leurs propres émotions. La communication dans l'arbitrage du 3-3, elle est beaucoup plus importante et beaucoup plus... comment est-ce que je vais dire ça? On fait part de beaucoup de choses en communiquant. C'est ce qu'on appelle communément dans le langage des arbitres, le preventive officiating, on parle beaucoup aux joueurs. On parle beaucoup pendant le jeu, mais aussi quand le ballon est mort, quand le jeu est arrêté. Mais on doit beaucoup plus parler que dans le 5-5. Et les joueurs apprécient ce genre de choses-là. Ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs de ce genre de choses-là. Après, c'est à chacun de trouver la façon
de transmettre son message. Le body language, le langage corporel, il doit être fort et convaincant. On doit avoir un bon langage corporel. Et ça, c'est propre à chacun d'entre eux. Enfin, pour les arbitres, c'est propre à chacun. On peut donner quelques lignes directrices. Après, c'est chacun qui doit trouver sa propre voie. Mais le langage corporel, le body language est très 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 important dans la gestion d'un match de 3-3. Et probablement plus que dans le 5-5, parce qu'il y a beaucoup moins de temps mort. Et un des objectifs des arbitres, c'est que le match de 10 minutes, c'est des slots de 20-25 minutes entre les matchs, donc on n'a pas tellement de temps de tenir des grandes théories pendant que le ballon est mort. Ça doit être clair, précis, et puis lorsque l'arbitre intervient, son body language doit être convaincant parce qu'il doit être sûr de ce qu'il a sifflé. S'il n'est pas sûr, il doit faire passer son... C'est un vendeur, il doit vendre son coup de sifflet, qu'il soit très bon ou moins bon. Alors, intelligence et patience. Intelligence pourquoi? Parce qu'il doit gérer tout ce qui se fait aux alentours du match. Intelligence parce qu'il doit beaucoup plus réfléchir. Est-ce que mon coup de sifflet que je donne est utile au match? Pas à moi en tant qu'arbitre. Parce qu'il est aussi utile au jeu. Il doit être patient. On demande aux arbitres d'être patients, de regarder si le contact qui a lieu affecte le jeu. Beaucoup plus qu'au 5-5 où c'est beaucoup plus strict. Certaines choses sont beaucoup plus strictes. Et dans le 3-3, on est beaucoup plus strict dans certains domaines que dans le 5-5. Il y a une inversion sur certaines phases de jeu. Alors, plus vous allez haut, plus vous avez besoin d'expérience pour être bon dans tous ces points-là. Au début, c'est clair qu'il y a un début pour tout le monde, et puis on doit apprendre. Alors, l'expérience comme joueur, comme coach, que vous avez ou que vous aviez, c'est aussi important. Elle peut vous apporter un certain nombre de bonnes choses dans l'arbitrage. Mais j'aime à dire, et c'est ce que je dis toujours, c'est pas parce que vous êtes un très bon arbitre de 5-5 que vous serez un très bon arbitre de 3-3. Respectivement, c'est pas parce que vous êtes un arbitre de 5-5 moyen que vous ne pourrez pas être un très bon arbitre de 3-3. Ça, c'est propre à chacun. Et c'est en fonction de votre propre expérience que vous allez pouvoir développer et répondre aux challenges et aux exigences de l'arbitrage du 3-3. Arbitrer du 3-3, c'est quoi? Anticiper. Mais ça, c'est aussi au 5-5. On anticipe aussi beaucoup. Mais on demande aux arbitres de ne pas se précipiter. Ce n'est pas parce qu'il y a un contact que c'est une faute. D'accord? Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Je pense que vous avez tous vu du 3-3 à la télévision. Vous avez vu comment c'est géré. On a la chance en Suisse d'avoir, et ça n'engage que moi, on est bien d'accord, le meilleur arbitre au monde, au 3-3, au niveau du 3-3. On a la chance, il est suisse. On va dire qu'il est dans le top 3, ça dépend des jours, ou les tournois, on va dire ça comme ça. Mais on a cette chance-là. Et puis Marcos, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Il a été joueur à un niveau moyen, il a été coach d'un très bon niveau, il a été coach professionnel, aussi assistant coach professionnel, et il est venu à l'arbitrage, on va pas dire par hasard, mais presque, et ce qu'il avait, le background qu'il avait, il l'a pris avec lui, et il en fait usage sur les terrains de 5-5 encore aujourd'hui, et de 3-3. Mais c'est un des 3 meilleurs au monde. Donc, anticiper, c'est aussi votre connaissance. Ne pas se précipiter, c'est la compréhension du jeu. Et puis dans le 3-3, on doit passer d'une chose à l'autre très rapidement. J'ai donné un mauvais coup de sifflet, ce qui est fait est fait. Je ne peux pas le changer. Je dois penser à ce qui vient. Comme je le disais au début, le 3-3, c'est des sprints. Et ce n'est pas un marathon, un 42 km 195. C'est ça, je crois.
225. Le 3-3, c'est à 100 mètres ou à 200 mètres. Donc je n'ai pas le temps. Je fais une erreur au départ, je dois passer à la suite pour pouvoir revenir. Si je fais une erreur au départ du marathon, j'ai le temps de revenir, éventuellement. Donc c'est des choses qu'il faut être à même de faire. Je dois comprendre beaucoup plus rapidement ce qui se passe sur le terrain. Beaucoup plus rapidement. Analyser, prendre une décision. C'est beaucoup plus rapide qu'au 5-5. Alors ça, c'est comme je disais tout à l'heure, on doit être à même à lire le jeu, à comprendre tactiquement. Dans la première partie, je vous parlais de la tactique. C'est très important. Et on demande aux arbitres d'être au clair sur ce qui se passe sur le terrain. On leur demande de préparer leur tournoi, en sachant quelle équipe est là, comment est-ce qu'ils jouent. Ça, c'est au niveau international. Au niveau suisse, au Swiss Tour aussi, je demande aux arbitres de bien analyser ce qui se passe, de bien comprendre qu'avec l'équipe de X, il y a ça qui peut se passer. Avec ce jour-là, ce joueur Y, il joue comme ça, on fait attention ou pas, ou on laisse aller. C'est toute une analyse qui doit être faite pour effectivement essayer d'avoir une longueur d'avance sur ce qui peut se passer, anticiper, mais ne pas se précipiter. Et puis, je dois réagir, je dois prendre une décision. Et ça, c'est pas toujours facile de la prendre au bon moment. Chaque intervention doit aider la partie, ne doit pas aider l'arbitre. C'est le jeu qui est important, c'est pas l'arbitre, c'est le jeu. Et puis, l'entraînement, donc il faut arbitrer, il faut arbitrer, il faut arbitrer, il faut arbitrer, pour acquérir de l'expérience, pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir essayer, dans la mesure du possible, d'anticiper ce qui pourrait arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'interrompre si c'est important. Mais c'est aussi, en Suisse, on a, comme je le disais tout à l'heure, une équipe de professionnels qui jouent à très haut niveau. Et puis partout, ça se démocratise, mais ça se professionnalise aussi. En Suisse aussi. Quand on voit les installations qu'il y a ici, c'est pas pour rien. C'est pour développer le 3-3. Et les gens viennent s'entraîner. Il y a Montreux qui s'entraînent, il y a d'autres équipes qui s'entraînent aussi. Et puis, pour moi, alors ça n'engage que moi, c'est beaucoup plus passionnant que le 5-5. Alors, pas tous les matchs. Hein. Vous allez à Belgrade voir un match, c'est très passionnant, le 5-5. Mais le 3-3, c'est passionnant et c'est une des grandes différences, c'est de dire, on va dire en 2 heures de temps, comme un match de basket de 5-5 pourrait se passer, vous arrivez, le moment où vous arrivez et le moment où vous quittez la salle, un match de 5-5, c'est 2 heures. En 2 heures de temps, quand vous allez voir un tournoi de 3-3, vous voyez 6 à 8 équipes différentes. Alors que quand vous allez voir un match de 5-5, c'est 2 équipes. Alors ça peut être très passionnant, comme ça peut être très ennuyant. Alors le 3-3 aussi, il y a des matchs ennuyants, que les choses soient claires. Mais le pourcentage de chance d'avoir quelque chose de passionnant est beaucoup plus présent. Les joueurs sont très habiles. Alors, vous avez des nouveaux joueurs, vous avez des joueurs qui ont beaucoup d'expérience et qui se mettent au 3-3 parce qu'ils pensent que c'est plus facile. Puis après, ils se rendent compte rapidement que physiquement, c'est beaucoup plus exigeant. C'est comme le hockey, c'est des shifts qui sont très courts et il y a beaucoup de changements de joueurs. Et puis, vous avez aussi beaucoup plus de joueurs expérimentés à haut niveau. Parce que même le team Lausanne, vous avez un West, vous avez un Gilles, qui sont des joueurs très expérimentés au niveau du basket. Ils ont une bonne connaissance du basket global. Et en plus, ils ont beaucoup d'expérience dans le 3-3 maintenant. Donc c'est là, et puis Marco Lehmann aussi. Et puis le joueur, comment il s'appelle le joueur espagnol? Carlos, le joueur espagnol, lui aussi, il est très expérimenté. Dans les équipes à haut niveau, il y a peu, tu me corriges Nico, il y a peu de jeunes qui débarquent, qui ont 1 année d'expérience ou 2 ans d'expérience 3-3. Il y a quelques exceptions, comme dans tout. Comme dans tout, il y a quelques exceptions, mais la grande majorité, c'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Alors là, c'est toujours les mêmes questions au niveau du jeu physique. Oui, il y a plus de contact, oui, et on l'assume. Il y a plus de contact au niveau du corps.
Et ça s'arrête là. Vous verrez plus tard qu'on est beaucoup plus strict dans les écrans que dans 5-5. C'est ce qu'on demande aux arbitres. Le contact physique, il y a plus, oui, c'est vrai. Et on l'assume. C'est pas un problème. Et c'est là que les joueurs qui débarquent d'un terrain 28-15 sur un 11 par 15, ils doivent comprendre, oui, il y a plus de physique. Mais tout n'est pas permis non plus. Tout n'est pas permis. Et c'est la charge de l'arbitre de trier, si vous me permettez, et de sélectionner ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Il y a beaucoup plus de tenues en 3-3 qu'en 5-5. Je tiens plus facilement mon adversaire parce que ça va plus vite. Le terrain est plus petit, puis on est que 3 contre 3. Sur une moitié de terrain, c'est un peu plus petit qu'une moitié de terrain. Mais oui, il y a plus de contact physique et oui, nous l'assumons. L'intensité est beaucoup plus grande, ça va beaucoup plus vite. Et puis, charge à l'arbitre d'intervenir au bon moment. Pour le jeu, pas pour lui. Pas pour se sécuriser en sifflant une faute. Pour le jeu. Et c'est ça la grande difficulté pour les arbitres, c'est de comprendre qu'ils sont au service du jeu. Ils ne sont pas au service, à leur propre service. On est des comment est-ce qu'on appelle ça, on livre un service, on délivre un service. Et c'est ça, on délivre un service et on autorise un certain nombre de choses, mais quand c'est trop, et on intervient, et on tient. Parce que des fois, c'est difficile. C'est difficile de voir un match où vous avez des équipes qui arrivent à 10 fautes de chaque côté, alors qu'en moyenne, c'est entre 5 et 7 fautes de chaque côté. En moyenne. Des fois, on a des joueurs qui ne comprennent pas, ils continuent à faire des fautes. Et puis, les arbitres, ils doivent être cohérents et conséquents et continuer à tenir. Et c'est là que la communication, le body language, a son importance. Faire attention aux détails. Les arbitres ont plus de responsabilités par rapport à ce qu'il y a sur un terrain de 5-5. 12 secondes, c'est très très rapide. Et une erreur aux 24 secondes sur un terrain de 5-5, où je remets trop rapidement ou pas, a moins d'importance que sur un terrain de 3-3 où c'est que 12 secondes. Si je mange 1 ou 2 secondes sur 12 ou 1 ou 2 secondes sur 24, le pourcentage, faites le calcul, je vous laisse. Et c'est là que l'arbitre doit aussi gérer ce qui se passe, les arbitres, pardon, doivent aussi gérer ce qui se passe à la table de marque. Plus que dans le 5-5. Prendre le mètre de tir, les fautes d'équipe, pour être sûr que ça se mette du bon côté et pas du mauvais côté, les points, la même chose. Parce qu'il y a pas mal d'erreurs qui viennent de la table et qui se reportent sur le terrain. Alors, si on peut éviter que des choses hors du terrain viennent s'ajouter à la frustration des joueurs et des joueuses, c'est beaucoup mieux. On doit assumer. Il ne faut pas avoir peur. Et souvent, lorsqu'on a pénalité, au niveau des fautes d'équipe, on voit certains arbitres qui disparaissent. Et malheureusement, on doit, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus physique, oui, on assume, oui. Puis si c'est excessif, il faut intervenir. Les arbitres doivent intervenir. Alors ça, c'est la phrase type. On laisse les joueurs décider de la partie et pas les arbitres. Mais à certains moments, les arbitres doivent assumer et prendre une décision difficile en fin de match. Et puis, même si le coup de sifflet peut décider de la partie, il faut le donner parce que c'était trop excessif, la partie physique, où il y avait d'autres choses qui n'étaient pas correctes sur le terrain. Et ça, il faut assumer. Il faut que les arbitres assument. Mais on leur dit toujours de laisser les joueurs décider si c'est possible. Dans 90% des cas, 85-90% des cas, c'est possible. Mais il y a un certain pourcentage où l'arbitre doit prendre ses décisions et les assumer. Et c'est pas toujours facile, hein. Faites-moi confiance. On doit protéger l'image du sport, toujours, parce que c'est notre travail aussi. Donc le sport, c'est le basket, dans sa
globalité. Et le 3-3, quand on est là, l'intensité physique, la vitesse, la technique sont là. Mais, comme je disais toujours, je reviens toujours à ça. L'arbitre doit prendre ses décisions, ses responsabilités. C'est un sprint de 10 minutes, restez concentrés, oui, tout le temps, ces 10 minutes-là. Au 5-5, après un panier, vous avez moins de pression, les arbitres ont moins de pression pour quand le ballon remonte. Ici, ça va très vite, d'un côté, de l'autre, il n'y a qu'un côté, mais d'une équipe à l'autre, ça va très vite. Il n'a pas le temps de décompresser entre deux actions de jeu, il n'a pas le temps. C'est vraiment de la concentration pure et dure pendant 10 minutes. Ou moins s'il y a 21 avant. Mais c'est vraiment de la concentration. Et il n'a pas le temps de faire d'avoir une concentration qui fluctue pendant ce match, les matchs. C'est du basket, oui. La base, c'est du basket, mais il y a différentes règles. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail des différences au niveau des règles. Et des interprétations, je ne vais pas aller trop loin dans les interprétations, parce qu'il y a quand même beaucoup d'interprétations, mais c'est les principales règles, je vais vous les donner ici. Comme ça, c'est dommage d'avoir plus de joueurs, parce que je pense que c'est aussi important qu'ils connaissent les règles. Alors, Lausanne, Montreux et tout, oui, mais ceux qui viennent faire des tournois occasionnellement, c'est intéressant qu'ils connaissent les règles. Mais ceci étant, virgule, on commence la partie pas par un entre-deux, ce qu'on appelle un coin flip. Donc c'est la pièce qui tourne en l'air et l'équipe qui gagne le coin flip peut choisir si elle commence la partie avec le premier check ball ou si, en cas de prolongation, elle aura la première possession. Ce n'est pas l'arbitre qui décide. L'arbitre, la seule chose qu'il dit, le côté pile c'est pour toi, le côté face c'est pour toi. C'est lui qui décide. C'est ce que je dis. Je ne dis pas aux arbitres, tu veux quoi? Non. Pile c'est pour toi, face c'est pour toi. C'est l'inverse. Et après, celui qui gagne choisit. Il choisit soit de commencer, soit d'attendre la première possession pour les prolongations. Oui, il y a plus de contact, on l'a vu. On a 12 et pas 24 secondes. Ça, tout le monde le sait. Mais il faut gérer. Les arbitres doivent gérer ça. On est plus strict depuis cette saison sur les marchés, où il y a un gros avantage qui est pris. Les petits marchés pour se dégager. Avant, on les laissait. Et puis, Nico, tu me corriges si je dis une bêtise, hein, s'il te plaît. Non, mais maintenant, au niveau international, ça se passe comme ça. Une fois par année, dans le premier, en février-mars, il y a une séance qui est organisée à la maison du basketball, à Ami, où la FIBA convoque des joueurs, des entraîneurs, joueurs-joueuses, entraîneurs, arbitres et organisateurs de tournois pour débriefer sur la saison qui s'est faite et puis pour discuter de quelles sont les choses qui devraient changer, les points of emphasis, donc les points où les arbitres devraient travailler. C'est une discussion ouverte. Après, la décision, elle appartient à ceux qui gèrent l'arbitrage. Mais on écoute joueurs, joueuses, et puis on essaie d'avoir un panel de joueurs qui ne sont pas que des playmakers, mais aussi avoir des joueurs intérieurs et autres pour qu'on puisse avoir une bonne vision du jeu. Et puis, il est sorti en 2022 qu'il fallait qu'on fasse quelques modifications, quelques focus sur les marchés. Alors, les petits marchés, parce qu'il y a beaucoup plus de pression sur le porteur du ballon quand on appelle le check ball. Ces genres de choses-là, on doit bien regarder, on demande aux arbitres d'être plus stricts sur les marchés. On ne parle plus en 3-3, on n'a jamais parlé de faute personnelle, on parle de faute d'équipe. À l'exception des fautes antisportives et des fautes disqualifiantes qui, là, sont personnelles. Mais même la faute technique, c'est une faute d'équipe. Ça reste une faute d'équipe. Pas comme au 5-5. Quand il y a un changement de possession, le ballon doit ressortir de l'arc. En 3-3, on appelle ça l'arc, c'est la zone
à 1 ou 2 points, ou 2 et 3 points pour ceux qui débutent dans le 3-3, c'est la zone à 6 mètres 7 mètres. On doit ressortir pour pouvoir attaquer le panier. Et puis, une des choses qui est importante, c'est qu'un joueur qui ne fait pas face au panier, qui est à l'intérieur de cette zone de l'arc, ne peut pas dribbler plus de 3 secondes ne faisant pas face au panier, c'est une violation. Il ne peut pas, comme on voit au 5-5, le long poste qui enfonce son défenseur, puis après qu'il se tourne et qu'il fait ça, des fois ça donne 4-5 secondes. Au 3-3, c'est 3 secondes. Ne pas faire face au panier, être à l'intérieur de l'arc, dribbler, je peux le garder, et puis rester plus de 3 secondes. Mais si je commence à dribbler, je ne peux faire que 3 secondes. Après, c'est une violation. Et ça, c'est important. Même à haut niveau, c'est des fois un peu oublié. Ça, c'est important. Oui. Par rapport à ça, il n'y avait pas, peut-être c'est une confusion de ma part, 5 secondes dans le panier, mais ça a changé, c'était ça. Ça a changé ça en 2022. La saison 2022, je crois, il y a 2 ans. C'est juste, 2022. C'est 3 secondes avec dribble. Avec dribble. Donc, avant la balle au panier pendant 5 secondes. Je peux la garder comme ça pendant 5 secondes. Oui. Comme... Mais si je commence à dribbler, c'est 3 ans. Et je dois être à l'intérieur de l'arc. Si je suis à l'extérieur, à 3 points, c'est bon. À 2 points. 2 points, c'est bon. Ok. Ça, c'est une des différences. Le basketball est l'un des sports qui évolue au niveau du règlement le plus globalement. Tous les 2 ans, il y a des modifications du règlement, des interprétations qui arrivent. Ben ça, c'est une des modifications. Tu as raison, c'était 5 secondes jusqu'en 2022. Ben, on a décidé de réduire ça pour justement dynamiser toutes ces choses-là. Éviter de voir le low post qui fait 130 kg, qui enfonce. Même s'il y a un mismatch, ben, il peut y avoir une violation. Vous répondez à la question? Oui, merci. Ici aussi, ça c'est très important pour la compréhension. Le demi-cercle, le semi-cercle qui est. Ah ouais, cet arc-là, ici, ce demi-cercle ici, est très important. Pourquoi? Parce que l'équipe qui a marqué ne peut pas avoir un joueur à l'intérieur de cet arc, de ce demi-cercle, qui effectue une défense active. Je ne peux pas, en étant à l'intérieur, ralentir la manière dont l'équipe qui devient l'équipe attaquante veut sortir de ce demi-cercle. Je ne peux pas. Alors c'est clair que vous allez me dire, ouais, mais moi je fais un lay-up, je finis à l'intérieur. Parce que lorsque vous retombez après votre lay-up, vous êtes à l'intérieur. Oui, vous avez le droit d'être à l'intérieur. Oui, mais vous ne pouvez pas avoir une défense active. Je ne peux pas ralentir la façon dont l'autre équipe veut sortir le ballon, en dribblant ou en passant. Donc je ne peux pas bouger, je ne peux pas utiliser mes bras, je ne peux pas utiliser mes jambes pour faire ça. Et ça, c'est très important. Oui, vas-y. Profite encore de... Oui, profite. Une question aussi, des fois tu as des tirs, donc le tir est scoré de loin, et la balle, elle va un peu tâter la ligne de fond. Oui. Voilà, est-ce que si la balle déjà touche la ligne, est-ce qu'il y a clear ball? Est-ce que si l'équipe... Là, tu dis la ligne de fond. Oui, c'est ça. Si elle touche la ligne, elle est dehors. Si elle touche la ligne, elle est dehors. Et si l'attaque reprend la balle et qu'elle met le pied sur la ligne, c'est dehors, bah là l'autre équipe. Oui. Ouais, c'est à eux de faire attention. Oui. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que je fais mon lay-up, je finis à l'intérieur parce que je n'ai pas le choix. Je peux rester à l'intérieur, ne pas bouger, je peux rester ou sortir, mais je ne peux pas choisir. Évidemment, il va sortir, tu sais que s'il sort toujours à gauche, je vais à gauche, ou il sort toujours à droite, je vais à droite. Parce que je le ralentis. Et ça, l'arbitre doit intervenir et c'est un avertissement. Et la deuxième fois que ça se représente, ben, c'est une faute technique. Alors maintenant, c'est aussi important de comprendre qu'il y a des avertissements, des warnings, il y en a un certain nombre qui sont officiels, on va dire ça comme ça, et qui doivent être pris en considération. Ben, le comportement, c'est comme dans le 5-5. On demande aux arbitres d'être plus stricts par rapport à ça que dans le 5-5. D'être beaucoup plus... pas
pas concentrer là-dessus, mais de ne pas les oublier et surtout d'être un tout petit peu plus strict par rapport à ça. Retarder le jeu. Ça, c'est la bouteille à encre. On va dire ça comme ça. Mais il y a des choses qui sont très claires et très précises. Le demi-cercle, si j'avertis un joueur qui est à l'intérieur du demi-cercle et qui retarde la façon dont la nouvelle équipe offensive veut sortir, je dois siffler, c'est un delay of the game. Je retarde le jeu. Donc, je dois l'avertir. Mais dans ce point 2, il y a d'autres choses qui appartiennent au retarder le jeu. Delay of the game. Un check ball, attaquant ou défenseur. Je mets du temps en tant qu'attaquant pour le faire. Parce que je dis, toi tu te mets là, toi tu te mets là, toi tu te mets là, toi tu te mets là. Non, tu vas pas là, tu vas de l'autre côté. Ça. L'attaquant, s'il fait un mauvais, enfin, il prend du temps ou il ne veut pas prendre le ballon quand il le reçoit, c'est aussi retarder le jeu. Pour le défenseur, la même chose. Il regarde si ses collègues sont prêts. Il regarde à gauche une fois, à droite, à gauche. Et puis s'il fait un mauvais check ball, la manière dont il le fait, c'est aussi à l'arbitre de contrôler ceci et d'avertir si quelque chose n'est pas correct par rapport au check ball. Oui. Est-ce qu'il y a un temps, ou pas un temps, mais qu'est-ce qui est correct ou pas correct? Alors, il n'y a pas de temps défini, c'est souvent une question de feeling. On voit tout de suite, c'est comme dans tout, c'est un sport, comme on disait, c'est un sprint, c'est des shifts qui sont courts, de temps en temps ils sont fatigués. Et ben, ils prendront le temps de se mettre en place tranquillement et tout. Et le travail de l'arbitre, c'est on dit chez nous, on dit speed up the game, c'est on doit y aller, on y va. Ne serait-ce que parce que ça fait partie du jeu, c'est ce qu'on demande aux joueurs, ils doivent être à même de le faire. On demande aux arbitres de faire ça. Et puis, ben, il y a aussi une question de slot pour chaque match. Hein? Mais il n'y a pas, je ne peux pas te dire c'est 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est moins, parce que tu sens que c'est important. Alors, la tactique, c'est aussi de la tactique pour certains. Les changements, la manière dont ils font les changements, le temps qu'ils prennent pour faire un changement, c'est aussi, si c'est trop long, on avertit. Parce que, finalement, quand on fait un changement, ben, c'est 10 ou 12 ou 15 secondes où je peux récupérer. Mon cardio peut descendre. Mais il ne faut pas abuser, il ne faut pas pousser, si vous me permettez l'expression, les mains dans les orties. Hein? Il faut y aller. On demande aux arbitres. Les situations de simulation, flopping, aussi. Là aussi, c'est pour retarder le jeu, pour essayer d'influencer. Et ça fait partie de ces avertissements pour retarder le jeu. Et puis, ben, le troisième warning, c'est le coaching. Il n'y a pas de coaching. Ce qui est bien pour les arbitres parce qu'il y a moins de problèmes avec les coachs. Enfin, quoique, ça dépend où. Mais il n'y a pas de coaching. Pendant le jeu, il peut y avoir un coaching avant la partie et après. Mais pendant le jeu, il ne peut pas y avoir de coaching. Coaching, ça signifie quoi? Une interaction entre un des 4 joueurs, soit les 3 qui sont sur le terrain ou celui qui est sur le banc, et quelqu'un externe au terrain. L'exemple type, quand vous avez Lausanne qui joue, et puis il y a Vlado, ou l'équipe suisse qui joue, et qu'il y a Vlado dans les gradins, c'est un exemple. Il ne peut pas y avoir de coaching, d'interaction entre eux et une personne externe. Alors ça, c'est quelque chose qui suscite beaucoup de discussions, on va dire ça comme ça. Et puis, on demande aux arbitres de ne pas être focus là-dessus, mais de ne pas l'oublier. C'est important. Et ceci, quelle que soit la catégorie dans laquelle on joue. Les jeunes, comme les professionnels. L'objectif, c'est que les jeunes soient à même, ou les joueurs soient à même de gérer toutes les situations. Alors après, il y a différentes façons de gérer ces choses-là, mais si ça va trop loin, c'est un avertissement. Et après chaque avertissement, on demande aux arbitres, vous avertissez pour un des trois sujets, oui, mais j'avertis une fois. La deuxième, c'est une faute technique. Et je vous rappelle que la faute technique, c'est qu'une faute d'équipe, c'est rien d'autre. Donc, il ne faut pas avoir peur de
cet aspect-là. Oui. We just should mention about the coaching that is something that is going to be discussed, that they're going to present in the future, that the coach can be involved also into the game. But for the moment... Open question. Yes. I don't think so, to be honest. Okay. I think this rule will stay, Okay. but with I think we find the way how to deal with interaction between the players and the people who is in the bleachers or around the court. Yeah. But I don't think they won't change. Yeah. They're not going to involve the coach down there on the No, court. sure not. Sure not. It will be Too many people on the court. Yeah. Le quatrième joueur, aussi une des précisions, le quatrième joueur qui est le remplaçant, il doit être assis sur la chaise. Il ne peut pas être debout. Et puis... Par contre, ce quatrième joueur-là peut donner des instructions. Il a le droit. On parle bien de quelqu'un qui est en dehors du terrain. D'accord? Même si l'arbitre il est en dehors du terrain, il ne peut pas donner des instructions. Quand il y a des situations d'entre-deux, on n'a pas de flèche pour savoir qui reprend. La balle va toujours à l'équipe qui est en défense. Toujours. C'est pas toujours facile de savoir qui était en défense suivant l'action. Parce que si vous êtes en rebond après un shoot manqué, il y a des fois il faut se le souvenir. Ça c'est aussi une question de concentration. Quelle équipe était en défense? Donc au moment où je siffle entre deux, je dois savoir quelle était l'équipe qui était en défense au moment où j'interviens. Si il y a entente entre les deux équipes et qu'à la fin du temps de jeu, les 10 minutes de temps de jeu, on est à égalité, ben c'est la première équipe qui marque 2 points. Alors vous savez tous que si on arrive à 21 avant, les temps de jeu, avant la fin du temps de jeu, la partie est terminée. Mais prolongation, même s'il y a 20-20, à la fin du temps réglementaire, s'il y a une équipe qui marque 1 point, elle arrive à 21, le match n'est pas fini. Quand on commence les prolongations, c'est 2 points. Il faut marquer minimum 2 points pour gagner la partie. Parce qu'on a déjà vu, 20-20, je marque 1 point et les gars, ils fêtaient leur victoire. Eh ben non. Il faut marquer 2 points. D'accord? Clair? Bonjour. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques petites vidéos. Après, je peux aller plus loin dans les règles si vous voulez. Si vous avez des questions, on peut revenir après au niveau du règlement, mais je pense que ce n'est pas très utile d'aller dans le détail. Vous savez que c'est 12 et pas 24, c'est 21 points, ici il faut marquer 2 points de prolongation. Maintenant, des vidéos. Je vous parlais tout à l'heure des différentes choses où on est plus strict que dans le 5-5. Et les écrans, c'est l'exemple type. Des exemples types où l'impact d'un screen bien fait, d'un écran bien fait, est monstrueux. Ou l'écran qui est mal fait est encore plus monstrueux. Un écran bien fait au 5-5 ou au 3-3, ça a un bon impact sur le jeu. Mais si l'écran est mal fait, dans les interprétations du 3-3, c'est quelque chose qui est important aussi à bien comprendre. Et puis là, il y a des vidéos que j'ai sorties, des vidéos qu'on utilise au 3-3 dans la formation au niveau mondial. Je pense que c'est aussi important que vous voyez avec quelle base on travaille au niveau des vidéos. Ici, une extension des bases. C'est-à-dire que quand on parle aux arbitres et aux joueurs aussi, quand je fais un écran, je peux me protéger, oui, mais je ne peux pas faire le petit geste comme ça. Et au 3-3, on leur dit si vous faites ça, c'est une faute. Je me protège parce que l'impact, vous verrez, il est important. Ce petit truc, je peux faire perdre la balance à mon opposant et là, je prends un gros avantage. Donc les écrans, c'est quelque chose de très très important et il a fallu deux saisons, je pense, pour qu'on soit aligné au niveau des compétitions internationales, que tous les arbitres, enfin, que la majorité des arbitres, pardon, soient alignés. Et ça, c'est important. Alors, peu importe, oui. Je n'ai pas compris, donc si c'est une faute. Si, au 3-3, on est bien d'accord, on parle bien de l'arbitrage du 3-3, et pas du 5-5.
je fais mon écran et je fais une extension de mes bras, donc je prends ta place, Ouais, c'est faute. c'est faute. Ok. C'est faute. Je peux me protéger, comme ça, comme vous voulez. Les bras. Mais le bras au corps. Au corps. Je ne peux pas arriver comme ça, déjà ça au 5-5 c'est aussi une faute. Hein. Ouais. Mais je ne peux surtout pas, au moment où je vois le joueur arriver, l'extension c'est une faute. On demande aux arbitres d'être très stricts avec ça, parce que l'impact de ce mouvement est très clair. Mais il le déstabilise. Et le joueur est en retard, c'est sifflé, rien à dire. Mais il y a des choses qui sont beaucoup moins importantes, mais celui-là, je pense que c'est clair pour tout le monde. Là, une fois encore, le portoricain, lui, et il sait tout de suite qu'il a fait faute. Hein. Il se tourne vers l'arbitre de queue, facile, c'est sifflé, oui, c'est moi, t'as raison. Bravo. Suivant. C'est un petit mouvement des hanches, mais avec un gros impact. Ici, je suis, les jambes sont hors du cylindre, petit impact, mais on voit derrière, l'attaquante, elle est libre d'aller en léop. Et ça, on demande aux arbitres de siffler. Une dernière fois. Ça n'a pas été sifflé. Non, ça n'a pas été sifflé. Ah, oui, On demande aux arbitres de les siffler. Ce genre de situation doit être sifflé. Ici, on voit que, encore une fois, la joueuse rouge, 7 rouge, je crois que c'est la 7, oui, elle pousse. Alors là, on peut toujours discuter, est-ce que l'attaquant, est-ce que la défenseur fait un effort ou pas. Mais là, comme vous voyez, la joueuse rouge, elle pousse, et puis là, c'est ouvert à 2 points. Et puis elle marque. Et là, on demande à l'arbitre de siffler cette faute-là, même s'il n'y a pas un gros contact. Faire un écran mobile, il n'y a pas besoin d'avoir un gros contact. Hein. Mais ça a son importance dans le jeu, parce qu'il y a 2 points derrière. Et ici, nouvelle... Comment est-ce qu'on va dire ça? On s'est rendu compte aussi qu'il y a une nouvelle façon de voir. Quand je suis en défense et que je vois qu'il y a un écran qui arrive, qu'est-ce que je fais? Que le joueur que je suis qui va faire l'écran, pour pouvoir libérer un joueur, je le pousse dans celui qui va vouloir faire l'écran. Et là, c'est typiquement ce genre de choses-là, le 15 bleu, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse son joueur dans l'écran. Et ça, on demande aussi aux arbitres d'être très attentifs. Il le pousse. On fait une fois. Passe parce que c'est la même chose. Ici, on parlait tout à l'heure de la réaction, parce que je ne reste plus beaucoup de temps. On parlait des réactions des joueurs, où là, typiquement, discute pas faute ou pas faute, c'est pas la question, c'est la réaction de la joueuse après. Et la discussion entre l'arbitre et la joueuse, au minimum, la joueuse va dû recevoir un avertissement de manière officielle pour son comportement. Ça, c'est lié à la perte de temps du jeu. Non, c'est lié à son comportement, puisqu'elle estime qu'elle n'y a pas faute au moment où elle fait son block shot, et elle réagit, elle tape des mains, elle hurle. On ne peut pas laisser un joueur faire ça. L'arbitre a choisi la solution la plus soft, on va dire ça comme ça. Ça va avec son caractère, on va dire ça comme ça aussi. Et c'est un arbitre de NCAA. Et il a choisi cette version-là. Mais au minimum, il doit avertir la joueuse pour son comportement. Et c'est ce qu'on demande aux arbitres, d'être beaucoup plus stricts par rapport à ce genre de réaction-là. Parce que du moment que l'arbitre siffle, le ballon est mort, le jeu s'arrête, tout s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde regarde l'arbitre. Il ne peut pas se laisser, entre guillemets,
je ne veux pas dire arrêter, mais il ne peut pas laisser la joueuse réagir de cette manière-là. Après, il a fait un choix. On respecte, mais à l'avenir, on lui a dit qu'il fallait qu'il soit un peu plus strict par rapport à ça. Et aux arbitres, on leur demande ça, oui. Pour les comportements, c'est la joueuse, mais c'est aussi pour l'équipe. C'est l'équipe. C'est l'équipe. Le warning est pour l'équipe. Sinon, il y a 4 avertissements, on n'est pas crédible. Tous les warnings sont pour les équipes. D'accord? Moi j'ai une question. Oui. Étant donné que le 3-3 c'est beaucoup plus intensif, tu as 12 secondes, au niveau de la parole et des échanges entre joueurs, qu'est-ce qui est toléré, qu'est-ce qui n'est pas toléré? Trash talking, tu parles? Ouais. Même Tu peux sortir un joueur du match. Pardon? Si tu arrives à sortir, Oui. à déstabiliser un joueur verbalement, Oui. mais ça se fait. C'était quoi? La partie Vous avertissement? le voyez, Oui, oui, bah, si on le voit, on ne va pas laisser faire ça. mais ça peut aller jusqu'où? C'est la faute technique. Il y a Je même veux pas... dire au niveau des échanges entre les joueurs, parce que comme tu as beaucoup d'intensité, tu as beaucoup de contact physique. Alors moi, je peux dire que je comprends le français, l'allemand, l'anglais, l'italien, et puis quelques notions en balkano-européen, on va dire ça comme ça, mais je dis bien quelques notions. Le reste, j'ai un peu plus de peine. Après, c'est du feeling, mais on ne doit pas laisser faire une escalade de ce genre de situation-là. C'est le rôle de l'arbitre, c'est le game management, c'est à lui de gérer ça. Et puis, ben, si c'est trop, ben, il y a au minimum une faute technique, voire peut-être plus si... Tu peux siffler double faute aussi? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. On peut siffler, c'est une façon de gérer la faute technique. On parlait des fautes antisportives. Là, c'est un bel exemple d'une faute antisportive. Mais je crois que c'est tout le monde est clair. Il n'y a pas trop de questions à poser là-dessus. Je pense que je n'ai pris que le ballon. Il n'a pas touché le ballon. Mais ceci étant, donc ça c'est clair. Ce genre de situation, on le voit. Ça arrive. Eh bien, charge à l'arbitre de ne pas louper l'opportunité de faire ce genre de choses-là. Là, on va passer ça. Là, je vais passer rapidement sur les points que les arbitres ont dû travailler en 2023. Donc, c'est les points qui sont redescendus des séances qu'il y avait eu à la FIBA. Le jeu de poste, le cylindre. Ça, c'est aussi dans le 5-5. Mais nous aussi, on a appliqué ça parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de différences entre les arbitres. Je vous parlais de l'extension des bras tout à l'heure sur les écrans. Ça aussi, on a demandé aux arbitres d'être beaucoup plus stricts. Une notion qui est totalement différente du 5-5 et du 3-3. Quelle que soit ma position, si je pose les deux mains, les deux paumes de la main sur le joueur qui est mon opposant, c'est une faute. C'est une faute. On ne discute pas là-dessus. C'est une faute. Si j'en pose une, c'est bon. Si je pose les deux, il y a un coup de sifflet qui doit arriver. Juste une question sur le jeu posté. Oui. Pour quand tu as un petit qui défend sur un grand, Mismatch. donc il a un mismatch, exactement le jeu posté, donc il a 3 secondes pour On jouer le rigole. jeu posté. Comment, toi, si tu étais coach, tu dirais quoi au petit pour tenir le plus longtemps possible, pour défendre? Je dois résister, mais pas pousser. Mais comment? Je résiste avec le bras comme ça. Donc il a le droit d'avoir le bras décollé. Un bras, pas les deux. Pas les deux. Un bras, donc il peut. mais il ne peut pas avoir la main comme ça. Ok, parce que ça, Ouais. j'ai le droit d'être comme ça. Oui. D'accord. Un bras. Résister, mais pas pousser. Résister, mais pas pousser. Donc je résiste au jeu qui est au jeu. Je ne peux pas, moi, faire ça. Oui, c'est ça. Hein? Le contact constant. Mais je peux être au contact constant, j'ai le droit. Voilà, avec un Au bras. 3-3. Au 3-3, oui, je parle du 3-3. Sous le panier, le corps à corps à l'intérieur est accepté. Oui, c'est accepté. Alors, c'est la notion d'avantage, désavantage. C'est l'arbitre qui juge. C'est son expérience qui fait qu'est-ce que ceci déséquilibre ou pas. Si je pousse avec une main, je pousse avec en low post et je déséquilibre, c'est une faute.
L'arbitre doit parler, bien sûr. On parle, on demande aux arbitres. Tenir, alors là, il y a beaucoup plus. Je tiens mon opposant, le bras, le maillot et tout. Ça, c'est une faute. On siffle tout de suite. On demande aux arbitres. Et pas seulement sur le ballon, hors ballon aussi. Beaucoup de situations de tenue se font hors ballon. Je sais que le ballon du 3-3 il est joli, jaune et bleu, c'est super, c'est des jolies couleurs. Mais il n'y a pas que le ballon. Il y a hors ballon aussi qui est très important. Et de plus en plus, le jeu hors ballon a de l'importance. Je vois qu'un écran arrive, je ne peux pas rentrer dans l'écran comme un bourrin, si vous me permettez l'expression. C'est une faute. Je pousse mon adversaire. Je dois faire en sorte d'essayer de l'éviter. Les marchés, si je prends un avantage, alors le step back, on va être plus tolérant. Mais si je fais à gauche ou à droite, le même step, je m'ouvre le palier, c'est une violation, pardon. Et surtout les petits marchés, quand je suis sous pression, je fais ces petits marchés-là qui n'ont pas un gros avantage. Mais je recule, mais je gagne du temps, et je prends l'avantage parce que mon défenseur va venir plus près, il va mettre plus de pression, et puis ça peut déboucher sur une faute, mais il y a un marché avant la faute. Donc je dois être beaucoup plus strict, et on demande aux arbitres d'être beaucoup plus stricts par rapport à ça. Voilà, j'en arrive à mes conclusions, ce sont les miennes, celles d'Éric Bertrand, hein, on est bien d'accord. Pour moi, c'est une discipline du basket, oui, mais elle est plus dynamique, elle est plus attrayante selon moi. Des règles de base similaires, mais il y a différentes règles, faute d'équipe, 12 secondes et toutes ces choses-là, et des interprétations qui sont différentes. Je vous engage à aller sur le site de la FIBA, il y a tout ce qu'il faut pour bien comprendre et bien connaître les règles. Tout en bas du site, de la première page du site FIBA, vous avez un répertoire pour le 3-3 avec les règles. L'objectif à terme, parce que je ne veux pas parler de court, de moyen ou de long terme, c'est d'avoir des joueurs spécifiques du 3-3 et pas des anciennes gloires du 5-5 qui débarquent dans le 3. Il y en aura toujours, mais c'est d'avoir des joueurs et des arbitres spécifiques au 3-3. C'est l'objectif. Parce que même si c'est le même sport, la même discipline, on va dire ça comme ça, c'est pas la même chose entre le 5-5 et le 3-3. Et ça aussi, l'objectif à la FIBA, c'est d'avoir des gens spécifiques par ça. Même si une majorité des arbitres de haut niveau sont des anciens arbitres de 5-5, on essaye et on se dirige gentiment vers ceci, d'avoir des arbitres et des joueurs spécifiques au 3-3. Du coup, oui. Je sais pas le timing. Hein. Alors, moi, ça dépend. Tout est une question de moyens. Okay, du coup, là, tu dis ça, moi ça m'intéresse beaucoup, mais c'est quoi les moyens qu'on veut mettre en place, je veux dire, la fédération, les associations vaudoises, les gens, la communauté, pour arriver à ça, étant donné que il y a quand même un gros trou. Si t'es passionné de basket, de septembre et jusqu'à la qualification du FISTO, il y a un gros trou, quoi, sauf pour Team Montreux, etc. C'est quoi la vision du coup pour arriver à cet objectif? Comment on fait? Est-ce qu'il y a déjà des idées ou c'est pas encore clair? Alors, s'il y a des idées, je ne les connais pas. En ce qui me concerne, moi je m'occupe de la partie arbitrage. Effectivement, il y a un trou. Oui. On commence le 17 mars et on finit le 5 août. Voilà, ouais, c'est ça, 3 août, pardon, 3 août. Voilà. Après, tout est une question de moyens, de volonté. Après, la volonté des tournois, il y en a d'avril à septembre. Hein. Il y a le tournoi de Montreux, il y a qui est en septembre, c'est juste août ou septembre? Septembre. Donc il y a maintenant le Swiss Tour, il faut trouver des gens qui sont disponibles de faire des étapes. C'est pas facile. Et puis voilà, après, la volonté pour moi, c'est évidemment de développer ça. Après, Swiss Basket a des objectifs, a des moyens, et moi je ne les ai pas. Je ne connais pas. Alors, s'il y a quelque chose, je ne le connais pas. En fait, ça va se
démocratiser petit à petit par le nombre de licenciés, je pense, et comme en France, là actuellement, dans certaines régions de France, il y a justement un championnat qui est mis en place uniquement de 3-3 pour les jeunes, et puis voilà. Après, moi je parle pour la France parce que je connais justement, mais effectivement, ici en Suisse, ben, je pense que c'est le nombre de licenciés, hein, c'est comme dans le 5-5. Il n'y a pas de licenciés pour le 3-3. Il n'y a pas de licencié pour l'instant. Voilà. C'est ça, il n'y a même pas. Non, puis c'est la volonté, c'est de ne pas avoir de licenciés. Il ne faut pas être fin. Oui, ça ramène de l'argent. Bon, ça c'est une question politique, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas du tout un politicien, et si j'en étais un, ça se saurait. Donc, s'il y a des choses, je pense qu'il faut regarder directement avec ce basket, pas avec. C'est une discipline du basket qui grandit partout, y compris en Afrique. J'en viens, j'ai fait juste avant Noël, et ils sont en train de développer le 3-3. Et de mettre des moyens pour ça. Alors les moyens et la volonté, c'est propre à chaque fédération, mais ça se développe et ça grandit partout. Et sans juger, en Suisse, on a la chance d'avoir une équipe qui fait partie des 10 meilleures équipes du monde. Et ben, elle a développé, elle participe à ce développement. Mais vous allez en Mongolie, c'est impressionnant. Ce qu'ils mettent dans le 3-3. Évidemment, dans le 5-5, c'est plus difficile pour eux. Mais ils investissent. Alors, il faut trouver des gens pour ça. Mais ça grandit partout. Il y a certains pays qui ont plus de peine. Même des grands pays du basket ont plus de peine. Mais, comme le disait tout à l'heure, en France, ils se sont rendus compte, c'était un des premiers gros pays du basket à se rendre compte que c'était intéressant. Et ils font une ligue pro cette année, bon, avec 4 étapes ou 5. Donc 4. Tant mieux. C'est une chose que nous, en Suisse, on pourrait aussi s'inspirer. Commentaire personnel. Je n'engage que moi. Les spots, donc les endroits où les tournois se font, il y a des choses magnifiques. Magnifiques. Et j'en ai vu quelques-uns. Et puis, ben, ça n'engage que moi. L'essayer, c'est l'adopter. C'est quelque chose qui... J'ai bientôt 60 ans. Mais je suis comme un gamin. Quand je suis dans le tournoi de 3-3. Comme un gamin. Et c'est toujours aussi, je suis toujours autant motivé. Et il n'y a pas d'âge. La preuve. Des spots. Ben, celui-là, vous le connaissez tous. C'est Lausanne. Bon, c'est l'ancien spot, c'est celui de la place de l'Europe. Maintenant, ça se joue en bas à la navigation. Ici, Paris, c'était l'Euro. C'est quoi? 19. Ouais, 2019. La Tour Eiffel en fond, c'est fabuleux. Ici, Jeddah. Ou Abu Dhabi? Non, Jeddah, ça. Jeddah, finale du World Tour. C'est au bord de la mer, c'est fabuleux. Le spot, je parle bien. Hein. Ici, Debrecen, en Hongrie, au milieu de nulle part, une ville au milieu de nulle part, mais un spot fabuleux. Et des gens, ici à Debrecen, qui sont dédiés au 3-3. La Hongrie, elle investit dans le 3-3 depuis des années, et c'est quelque chose de fabuleux. Il y a d'autres spots, j'ai choisi ces 4 photos-là, mais il y en a des qui sont beaucoup mieux. Voilà, maintenant, si vous avez des questions, je n'ai pas trouvé avec des ballons 3-3. Voilà l'interrogation. Je n'ai pas trouvé. Voilà. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie infiniment. Et puis j'espère vous croiser au bord d'un terrain de 3-3, soit comme arbitre, soit comme joueur, soit comme coach, ou comme organisateur de tournoi aussi. Voilà. Merci.